Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Nous sommes à Strasbourg, au Parlement européen, où se tient actuellement la première session plénière de cette année. Et nous retrouvons Isabelle Thomas, députée européenne et vice-présidente du groupe socialiste et démocrate. Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour et tous mes meilleurs vœux. Parmi les sujets qui vont rythmer cette année 2016, il y a une question qui va immanquablement être amenée à être posée à nouveau. C'est la question du budget européen, de ses limites, de ses insuffisances. Dans ce contexte, vous préparez actuellement un rapport sur la révision du cadre financier pluriannuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ce rendez-vous pourrait et devra être déterminant ? Tout d'abord, cette année 2016 est probablement l'année de tous les dangers, tant l'Europe est secouée par les crises. Mais il est vrai que parmi ces crises, il y en a une qui recouvre presque toutes les autres, c'est la question budgétaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de politique sans moyens budgétaires, et que toutes les crises, ou en tout cas la plupart des crises que nous traversons, la crise de l'investissement, la crise du chômage, la crise des migrants, la crise du terrorisme, ont besoin de moyens financiers pour trouver des solutions. Ça ne suffira pas, mais ça fait partie des nécessités absolues. Or, malheureusement, nous sommes depuis au moins le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire en gros le budget qui va de 2014 à 2020 et qui est ajusté chaque année, mais qui est un budget pour toute cette période-là, nous sommes sous-dotés. Nous étions déjà sous-dotés au moment où nous l'avons voté en 2013. Et avec tout ce qui s'est passé depuis le vote de ce budget en 2013, je parlais à l'instant de la crise de l'investissement, de la crise des migrants, des attentats malheureusement terroristes, absolument. Eh bien, tous ces événements qui ont rythmé ces dernières années ont encore exacerbé, aggravé cette crise budgétaire. Or, il était prévu, lorsque nous avons voté en 2013 ce fameux budget 2014-2020, il était prévu qu'à mi-parcours, nous devions réviser ce budget en fonction justement des événements. Ce mi-parcours, si je puis dire, c'est l'année 2016. Évidemment, ça va être l'occasion de mettre à plat à la fois tous les besoins et en face, tous les moyens. C'est comme ça qu'on fait quand on prépare un budget. Et là, malheureusement, la situation est alarmante parce qu'on a d'abord ce qu'on appelle la crise des impayés, pudiquement. En réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une dette accumulée par l'Union européenne de, on va dire, plus de 17 milliards aujourd'hui et qui provient en quelque sorte justement de cette sous-dotation budgétaire par rapport aux moyens. Ce qui ne nous a pas empêchés, en plus de cela, de diminuer des budgets qui étaient pourtant indispensables. Je vais prendre un exemple. On n'arrête pas de parler, on n'arrête pas de dire, à juste titre, qu'il faut pour l'emploi, qu'il nous faut de la croissance, que pour cette croissance, il y a une crise de l'investissement, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les investisseurs privés n'investissent pas, et que pour compenser, il faut impulser un budget public. Que parmi, on va dire, les ingrédients dans un budget qui permettent cet investissement, il y a par exemple la recherche, l'innovation, les transports, etc. Eh bien, ce sont justement des budgets sur lesquels on a rogné ces dernières années. Donc, vous voyez l'incohérence et les contradictions qui secouent cette situation budgétaire. On comprend bien. Et l'inconvénient justement d'avoir des nouveaux enjeux qui surgissent depuis 2014, c'est qu'on est obligé de redéployer des investissements au détriment des programmes que vous venez d'évoquer. Sauf que forcément le budget n'augmente pas et tous ces redéploiements ne suffisent pas à terme. Du coup, ça pose aussi la question de trouver de nouvelles recettes, de dégager peut-être de nouvelles ressources. Je pense notamment au débat sur les ressources propres. Mais quelles pourraient être les solutions, vous, que vous envisagez pour pouvoir mener à bien toutes ces mesures sans rogner sur toutes les priorités du Parlement ? Avant de passer de vous répondre sur les ressources propres, un mot sur ces fameux redéploiements. D'abord, je le disais à l'instant, on a, en redéployant, affaibli des budgets essentiels comme le budget de la recherche ou comme le budget des infrastructures de transport. Mais on a aussi sacrifié, par exemple, alors qu'on l'a dit depuis 2013,
une des priorités, c'est la lutte contre le chômage des jeunes, Absolument. puisque le chômage des jeunes, c'est environ 25% 25% des jeunes qui sont au chômage aujourd'hui en Europe. Dans toute l'Europe. Eh bien, nous avions pris ce qu'on appelle l'initiative pour l'emploi des jeunes. Ce budget a été totalement sacrifié en 2016. Vous voyez jusqu'où on va. Ouais. Donc, les redéploiements, ils ont aussi un coût sur d'autres budgets. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que pour le budget 2016 et le budget qu'on a voté l'année dernière, on est déjà au taquet. C'est-à-dire qu'on a utilisé, je ne vais pas rentrer dans le détail technique budgétaire, mais on a utilisé toutes les astuces budgétaires. On a atteint tous les plafonds budgétaires, donc il n'y a plus de marge de manœuvre. Alors oui, effectivement, vous avez raison de le dire, à ce moment-là, la question de nouvelles ressources se pose, et elle est posée. Et en plus de cela, nous l'avions négocié en 2013 quand on avait voté le budget 2014-2020. Nous avions prévu de constituer un groupe dit de haut niveau sur les ressources propres qui devait justement réfléchir à ces nouvelles ressources. Or là, nous avons une opportunité, si je puis dire, comme jamais, puisque suite à l'affaire LuxLeaks, mais plus généralement pour lutter contre l'évasion fiscale, nous avons nommé une commission spéciale du Parlement européen pour regarder ce qu'on pouvait faire en matière pour lutter contre l'évasion fiscale. Bien sûr. Et on s'est rendu compte, effectivement, et le rapport est absolument clair sur cette question, que toutes les grandes multinationales qui travaillent et qui font des bénéfices dans l'Union européenne jouent à saute-mouton sur les États membres qui, eux, se font une concurrence fiscale déloyale et qui permet surtout à toutes ces grandes entreprises, je ne vais pas toutes les nommer, mais on en connaît quelques-unes, Google, Amazon, Starbucks Café, etc., qui permet à toutes ces entreprises, finalement, de ne pas payer, comme vous, moi et tous les petits chefs d'entreprise, des salariés des pays de l'Union européenne, qui permet de ne pas payer les impôts. Donc là, il y aurait quelque chose à faire, d'autant plus. Une taxe sur ces grandes entreprises permettrait justement de dégager de nouveaux Exactement, financements. une taxe sur ces entreprises et surtout une taxe européenne. Bien sûr. Parce que si cette taxe-là reste au niveau des nations, on entretient le dumping. On entretient le dumping fiscal. Absolument. J'aurais voulu juste aborder un dernier point pour conclure, qui est un petit peu extérieur à nos thèmes européens, c'est plus spécifiquement français, c'est la question de la déchéance de nationalité qui a beaucoup rythmé ces dernières semaines en France, et qui a beaucoup divisé également. Donc, juste pour connaître votre sentiment sur la question de cette constitutionnalisation évoquée de la déchéance de nationalité pour les binationaux. Tout d'abord, et je le dis avec beaucoup de gravité, je suis totalement opposée à, d'une part, une déchéance de nationalité pour les binationaux, puisqu'elle porte en son sein une discrimination insupportable entre les binationaux et les autres, donc entre des citoyens français, ce qui remet en cause le principe d'égalité que l'on voit affiché au fronton de nos écoles. Deuxièmement, je suis contre la déchéance de nationalité de manière générale parce qu'elle crée des apatrides et que créer des apatrides, c'est quelque part récuser tout droit à un être humain dans une société pourtant dite civilisée. Donc voilà, et puis donc là-dessus, je suis claire, je suis contre la déchéance de nationalité pour les binationaux, mais même de manière générale. Je pense qu'il faut absolument et très vite revenir sur cette décision qui est une erreur. Et puis elle nous interpelle de manière plus générale parce que les droits humains aujourd'hui, dans l'Union européenne, ne sont pas en très grande forme. On l'a vu récemment, on l'avait vu déjà les années précédentes avec la Hongrie, qui avait pris des décisions législatives graves sur le droit de la presse, sur le Conseil, sur les institutions juridiques et juridictionnelles. On l'a vu plus récemment avec la Pologne, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une procédure de la Commission européenne. Donc évidemment, je ne veux pas comparer, mais on sent bien, on le voit aussi avec les décisions au Danemark par exemple, sur les migrants à qui on pourrait retirer les biens matériels. Oui, tout à fait. Donc ce sont quand même des mesures qui ne donnent pas
une très bonne image de la santé des droits de l'homme au niveau des droits humains au niveau de l'Union européenne. Donc attention, vigilance, la question des droits humains devient une priorité également. Et du coup, on suivra avec attention tous ces différents sujets. Tout à fait. Merci Isabelle Thomas, Merci à vous. bientôt pour Au un revoir. prochain entretien. Merci.